Pour les plus âgés d'entre nous, Marc Bloch, vous le connaissez. Suzette est sa petite fille. Marc Bloch est un historien et un résistant. Suzette veille sur sa mémoire et sur son héritage intellectuel, parfois récupéré à des fins politiques et idéologiques, comme vous le savez. La parole est à Suzette. Bonjour, citoyennes et citoyens, résistantes et résistants d'aujourd'hui. C'était il y a 81 ans, le 16 juin 1944. L'éminent historien Marc Bloch, un homme à l'allure distinguée, petit et mince, portant de fines lunettes cerclées d'intellectuels, était abattu à la mitrailleuse vers 21h dans un champ près du village de Saint-Didier-de-Formont, dans l'Ain, à une quarantaine de kilomètres de Lyon. 10 jours seulement après le débarquement allié en Normandie. Avec 29 camarades, il avait été extrait de la prison de Montluc à Lyon, menotté, puis emmené par camionnette vers ce champ de la mort. Il avait été arrêté le 8 mars 1944, transféré au quartier général de la Gestapo, dirigé par Klaus Barbie. Mars 1944, moment où pointe la victoire de la lumière, mais aussi moment d'intense répression. Ici résonnent encore dans nos mémoires les cris et les fracas des armes. Dans ce quartier général de la Gestapo, Marc Bloch fut torturé sauvagement avant d'être incarcéré dans le fort de Montluc. Il y fut jeté dans une des 122 cellules de 4 mètres carrés, occupées chacune par 8 prisonniers. Il y passa presque 3 mois, entrecoupés de terribles séances de torture. Il avait 57 ans, une femme et 6 enfants. Il était mon grand-père. C'était un médiéviste, un historien, peut-être le plus important du XXe siècle, aux méthodes pionnières, étendant le champ de la recherche historique à la sociologie, la géographie, la psychologie, l'économie, la photographie, l'archéologie, etc. Il renouvela profondément l'histoire, mettant fin à l'histoire diplomatique, événementielle, chronologique, à celle qui relatait la vie des grands personnages. Il introduisit la méthode de l'histoire comparée pour construire une histoire globale. Ce grand savant a été martyrisé, piétiné, assassiné par la barbarie nazie et ses supplétifs. Pour avoir mis ses actes en accord avec son idéal humaniste et démocrate en s'engageant dans la résistance. Il avait déjà combattu durant la Première Guerre mondiale, puis pendant la drôle de guerre de 39-40, où il fut mobilisé malgré son âge et sa famille nombreuse. Il en témoigna dans un livre incroyable que je vous recommande, L'étrange défaite. Longtemps, nous n'avons pas voulu croire que les brutes avaient éteint cette lumière, a témoigné Georges Altman, son camarade, qui dirigeait clandestinement Franc-Tireur, journal de la Résistance. Nous ne pouvions pas, non, nous ne pouvions pas supporter cette image. Marc Bloch, livré aux bêtes nazies, ce type si parfait de dignité française, d'humanisme exquis et profond, cet esprit devenu une proie de chair aux mains des plus vils, ajoutait-elle. Après la défaite de la France face à l'Allemagne nazie en 1940, Marc Bloch doit abandonner son poste de professeur à la Sorbonne. Il est détaché à l'université de Strasbourg, elle-même repliée à Clermont-Ferrand. Touché par le statut des Juifs d'octobre 1940, il est exclu de l'enseignement, puis rétabli pour ses services exceptionnels rendus à la France
et affecté en 1941, mais dans des conditions très difficiles, à l'université de Montpellier. Après l'occupation allemande de la zone dite libre, le 11 novembre 1942, Marc Bloch doit quitter Montpellier. Il se réfugie avec femmes et enfants dans la Creuse où il possédait une maison. Il est interdit d'enseignement. Pour ce patriote, antifasciste, citoyen épris de liberté, humaniste, chantre de l'esprit critique, il ne reste alors pas d'autre alternative que l'action. Fin 1942 et début 1943, à 56 ans, il rejoint la résistance. Il plonge alors complètement dans la vie clandestine, s'installe à Lyon, intégrant le mouvement franc-tireur. Il devient rapidement un des 3 membres du directoire régional des mouvements unis de la résistance, les Murs, sous les pseudonymes de Chevreuse, puis Arpajon et Narbonne. Il constitue les comités de la libération de la région et met en place le dispositif de l'insurrection pour les 10 départements qui dépendent de Lyon. Marc Bloch continue, malgré tout, son activité intellectuelle. Il collabore à un nouvel organe de la résistance, les Cahiers politiques, dont il devient rédacteur en chef, et à la revue Libre, éditée par le mouvement franc-tireur. Et l'on vit bientôt le professeur en Sorbonne partager avec un flegme étonnant cette épuisante vie de chien des rues que fut la résistance clandestine dans nos villes, toujours selon Georges Altman. Il aimait avec passion son métier d'enseignant. Dans l'enfer de la prison nazie, il se remet dans la peau d'un professeur de Sorbonne, enseigne l'histoire de France à un jeune résistant et lui explique les types de culture agraire. « Si j'en réchappe, je reprendrai mes cours », disait-il souvent à ses camarades. Je tiens aussi à rendre hommage à l'épouse de Marc Bloch, Simone Vidal, ma grand-mère, une femme remarquable, restée injustement dans l'ombre. Quand elle apprit l'arrestation de son mari en mars 1944, elle s'installa à Lyon. En mauvaise santé, elle meurt le 2 juillet 1944, peu de temps après Marc Bloch, de privation et de maladie, dans un hôpital lyonnais, interné sous un faux nom. Son corps fut jeté dans la fosse commune et nous n'avons jamais pu le réunir avec celui de notre grand-père. Elle est morte sans savoir la fin tragique de son grand-père. Leurs enfants ont également été particulièrement courageux, s'engageant dans la résistance pour les plus âgés. Alice, l'aînée, achemina clandestinement à Lyon dans des conditions périlleuses des enfants juifs en Suisse, leur sauvant la vie. Étienne a combattu dans la 2e IDB du général Leclerc. Mon père, Louis, le 3e, a mené des actions de sabotage derrière les lignes allemandes, parachutées depuis Londres. Daniel a intégré les marquis d'Auvergne à 17 ans. Nous, leurs descendants, avons reçu en héritage les valeurs morales et l'engagement dans la cité pour la justice, la liberté, la vérité pour lesquelles ce grand-père a tout risqué, sa vie et sa carrière. Nous tentons, chacun à son niveau, de préserver ce legs. Toute la descendance de Marc Bloch est ancrée à gauche, voire à l'extrême gauche. Elle est exceptionnellement unie sur ses valeurs. Le président Emmanuel Macron a décidé, le 23 novembre dernier, de faire entrer Marc Bloch au Panthéon. Reconnaissance suprême de l'État. Reconnaissance que nous avons accueillie comme un grand honneur et une occasion inespérée de faire connaître au plus grand nombre son œuvre et sa vie. Mais la famille a beaucoup hésité à donner son accord à cette panthéonisation. En effet, Marc Bloch revêt une dimension exemplaire. Il est devenu
une sorte d'icône de l'intellectuel juif engagé, dont bien des hommes politiques, jusqu'à Marine Le Pen, tirent bénéfice à récupérer ces combats. Nous avons finalement décidé d'accepter, par une lettre adressée au président de la République, avec plusieurs demandes pour tenter de faire respecter sa mémoire et éviter toute instrumentalisation. En voici quelques extraits. Je cite: « Une place égale doit être faite à l'historien et aux professeurs, aux résistants et aux combattants. L'association avec l'université et l'éducation nationale doit être la colonne vertébrale du projet de panthéonisation. L'intégration de la jeunesse nous semble essentielle. Nous rappelons également que l'œuvre de ce patriote convaincu est profondément antinationaliste, construite contre le roman national et la réduction de l'histoire française aux frontières nationales. Cet engagement se concrétisa jusque dans la mort. En ce sens, il nous paraît essentiel que l'extrême droite, dans toutes ses formes, soit exclue de toute participation à la cérémonie. La famille tient à ce que l'hommage soit purement civil, comme Marc Bloch le demandait dans son testament spirituel. En ce sens, aucune récupération ou présence religieuse et communautaire ne nous semble acceptable. Marc Bloch athée, n'avait foi qu'en une seule idée, la République. Merci.